Homme de culture qui s'est mis au service de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat, opérateur économique, il a défrayé la chronique avec une annonce qui a pu surprendre plus d'un. Bonjour et bienvenue à Get to Know Me. Visitons ensemble l'univers de Monsieur Ahmed Kofi Zarour. Bonjour et merci de nous recevoir. Nous allons parler un tout petit peu de vous, de votre enfance. D'où nous vient Monsieur Ahmed Kofi Zarour? Ahmed Kofi Zarour est un citoyen ivoirien. Il est le fils de Habib Zarour et de Ake Cho Madeleine, originaire de la Côte d'Ivoire. Mon grand-père maternel est des Bimpe, donc Atié des Bimpe. Ma grand-mère maternelle est de Sakassou, donc du département de Bouaké, de la région de Bouaké, et du département de Sakassou. Elle est originaire de Andobo, à Lubo, plus précisément. Et donc, Zarour Ahmed Kofi est le fruit d'un métissage. Et Zarour Ahmed Kofi est fier de son africanité, il affiche, et il estime que le métissage est ce qui permet justement le brassage des cultures et qui permet également de partager, je dirais, des horizons qui sont certes diverses, mais qui permettent d'apporter une contribution au développement de toutes les cultures. Et c'est pour ça que Zarour Ahmed Kofi est fier d'être ivoirien et est fier de son métissage. Vous avez grandi où exactement? Alors, je suis né à Treichville, dans une cour dont le propriétaire était M. Adjei Abadi Dominique, qui était l'époux de ma grand-mère, Oui. la sœur de ma grand-mère. J'ai grandi entre Treichville, Bouaké, Agnama, Marcory, Adjamé, Abobo, Yopougon. J'ai fait pas mal de quartiers d'Abidjan. Mais disons que j'ai grandi entre Treichville et Marcory. D'accord. Et j'ai passé une partie de mon enfance à Bouaké. Justement, parlons de ces souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que je vous dirais de ces souvenirs d'enfance? Disons que j'ai été bercé par une grand-mère qui m'a donné beaucoup d'amour et d'affection. Et je me rappelle, quand on était tout petit, j'étais avec un de mes cousins, Jean-Pierre Niamiossou, et nous étions au quartier commerce à Bouaké. Et nous vivions à l'époque chez le frère de ma grand-mère, qui était un transporteur à l'époque, un syndicaliste. Et donc j'ai été dans un environnement où nous avions ce cocon familial qui nous berçait. Et disons que ça a été pour moi des moments intenses de bonheur. Et ce qui me marque surtout, c'est cette solidarité, cette fraternité que nous avions déjà tout petit. Et pour moi, ça a été des moments de bonheur, de bonheur. Vous parlez beaucoup de vos grandes-mères. Oui. Ce sont les amours de vos vies, ce sont les femmes de vos vies, de votre vie, je dirais. Ce sont les femmes de ma vie. Oui. Parce que j'ai été dans une situation assez particulière. Ma mère m'a eu très jeune. Oui. Elle avait à peine 14 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Et elle ne voulait pas garder cette grossesse-là. Surtout qu'elle était encore à l'école. Oui. Et la sœur de ma grand-mère lui a dit: je ne veux pas que tu fasses de bêtises. Cet enfant, tu le garderas pour moi. Et je voudrais m'en occuper parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et cette grand-mère s'appelait Adjoango. Et Adjoango m'a donné, je dirais, beaucoup d'amour. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Parce que justement, je n'avais pas été reconnu par mon père. Et j'ai porté le nom de mon grand-père maternel, qui lui a bien voulu me donner son nom. Parce que, à cette époque, mon père qui était engagé dans un mariage, Oui. a refusé de reconnaître la grossesse. Et c'est cette grand-mère qui s'est occupée de moi, avec ce grand-père qui m'a donné son nom. Et ces femmes m'ont inculqué des valeurs de partage, de solidarité, d'amour.
je me suis senti comme un petit prince dans un environnement modeste. Et je ne me suis jamais senti complexé, malgré l'environnement difficile dans lequel nous étions, dans lequel j'ai grandi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours gardé dans mon cœur, dans ma mémoire, ces deux femmes qui ont fait de moi l'homme que je suis, qui n'a manqué de rien, au plan affectif d'abord, et ensuite tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Je l'ai eu à travers ces femmes qui se sont sacrifiées, ont sacrifié leur vie pour moi. Et je ne peux qu'avoir de la considération, de l'estime et de l'amour pour les femmes, parce que c'est elles qui savent donner. Et ces grands-mères ont été aussi à la base de mon éducation, parce que ce sont elles qui m'ont la première fois scolarisé. Oui. Et donc, je dirais que ma vie se résume à elles. Mon point de départ, mon point d'arrivée au stade actuel, paix à leurs âmes, elles ne sont plus là, mais je vis de manière permanente avec leur mémoire, avec leurs enseignements, avec leurs conseils, avec les valeurs qu'elles m'ont inculquées. Et donc, c'est pour ça que je suis très proche des femmes. Je les aime parce qu'elles sont, je dirais, celles qui nous donnent d'abord la vie, Oui. celles qui nous donnent l'éducation et celles qui nous protègent, contrairement à ce qu'on croit. La femme est protectrice et ses grands-mères ont été tout pour moi, en résumé. Vous avez parlé de scolarisation tout à l'heure. Justement, revenons sur votre parcours. Tout à fait. Alors, j'ai fait mon cycle primaire à l'école Saint-Jean-Bosco de Trècheville. Oui. Par la suite, ma mère a voulu me mettre dans une école d'un autre standing et j'ai connu l'externat Saint-Paul au Plateau. Et nous avions, à cette époque-là, je vous parle des années 67, Oui. et j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Coquerel. Et quand j'ai vu le programme scolaire, qui était différent de celui de Saint-Jean-Bosco, Oui. on me parlait de la Loire, de la Garonne, de l'histoire de France. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère, je dis, maman, est-ce que je viens pour apprendre l'histoire de France, la géographie de France? Honnêtement, j'aimerais aller dans une autre école. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'externat Saint-Paul pour faire les Alouettes à Adjamé. Oui. Je me rappelle encore de cette directrice qui a été très rigoureuse, qui m'a aussi inculqué les valeurs de travail. C'était Madame Pama. Elle est née Moquet. Madame Pama, née Moquet. Et ça a été une belle période, je dirais, de mon cycle primaire. Ensuite, je suis allé au collège d'orientation de Trècheville, Oui. où j'ai fait mon cycle secondaire. Et par la suite, je suis allé au lycée de Dabou. Et après mon bac, je suis allé en Europe pour préparer un diplôme d'ingénieur en commerce international et économiste d'entreprise. Après ce parcours, je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'ai eu ma première responsabilité au sein d'une entreprise qui s'appelait Ivoirienne Distribution de Viande et Civ Volvo, qui était le concessionnaire des véhicules Volvo en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu une enfance scolaire, je dirais, en Côte d'Ivoire, entre Trècheville, Adjamé, Dabou et ensuite l'Europe. Justement, est-ce que tout jeune, vous aviez déjà cette vision de ce que vous vouliez faire plus tard? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. En 1966, j'ai demandé à ma grand-mère qui était mon père. Pourquoi je m'appelle Kofi? Alors que je sais que Kofi, c'est mon grand-père. Ça veut dire que il y a un problème. Elle me dit oui, parce que ton père ne t'a pas reconnu. Mais nous allons intenter une action en justice. À l'époque, la juge des enfants était Madame Keke. Madame Keke a été par la suite l'ambassadrice du Togo auprès des Nations Unies. Et quand mon père est venu au tribunal et que Madame Keke, la juge, m'a demandé qui est votre père, et mon père était venu avec son frère, j'ai désigné mon père. Elle a dit non, je ne suis pas
son père. Sans l'avoir déjà vu, Sans l'avoir déjà vu. rencontré. Sans l'avoir déjà vu. Oui. Mais disons que quand j'allais à Niamey pendant les vacances, tout petit, Oui. ma grand-mère me disait, voici ton père qui passe. Mon père aimait être à moto. Il aimait les motos Vespa. Elle me disait, voici ton père. Et donc je l'ai mémorisé. Et au tribunal, je l'ai désigné. Il a dit, non, je ne suis pas son père. Et je me suis mis à pleurer. Et Madame Keke m'a dit, qu'est-ce que vous voudriez faire quand vous allez être grand? J'ai dit, je veux être président de la République pour faire partie de tous les Libanais de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait du mal à ma mère et ils m'ont fait du mal. Et donc, C'était fort. disons que j'ai reçu ça comme un coup de massue. Oui. Comme, je dirais, une sorte de blessure dans ma dignité. Vous savez, un enfant sans père, quel que soit l'environnement dans lequel il est, Oui. quelles que soient les richesses dans lesquelles il évolue, quel que soit l'environnement dans lequel il grandit, il se sent diminué. Et je me suis senti diminué. Et la seule façon pour moi, je dirais, de relever le défi, c'était d'abord de réussir ma vie scolaire, ma vie professionnelle, et puis de mettre en œuvre ce que je voulais, à savoir avoir des responsabilités pour interpeller cette communauté qui, il faut le dire quelque part, a eu des comportements reprochables envers certaines Ivoiriennes et envers certains Ivoiriens. Je ne dis pas pour incriminer la communauté libanaise, mais je le dis parce que je l'ai vécu moi-même. Donc je suis l'exemple de ce comportement qui peut entraîner, je dirais, des prises de position radicales. Mais je n'ai pas été radical envers mon père parce qu'après tout, c'était mon père. Oui. Et quelques années plus tard, il a eu l'honnêteté de reconnaître que j'étais son fils. Et je peux vous dire, ça ne se cache pas. J'ai la même tête que lui, j'ai le même physique que lui, à part que je suis plus grand que lui. Voilà ce que je peux dire. Alors vous évoluez tout doucement dans ce monde-là. Oui, Et on arrive à un stade de votre vie oui. où agir vient au monde. Oui. Je vous dirais que d'abord, j'ai un parcours qui a été toujours celui qui s'est engagé au service des autres. Au secondaire, j'ai initié des grèves. Parce que, malheureusement, nous étions dans un environnement où les ressources qui étaient affectées à l'éducation des enfants, à l'hébergement des enfants, à la nourriture des enfants que nous étions, les jeunes élèves que nous étions, quelquefois étaient détournées par les responsables. Je ne citerai pas de nom. Et j'ai incité à plusieurs reprises dans mon parcours scolaire, j'ai initié des grèves pour manifester notre mécontentement quant à la façon dont nous étions traités. Alors qu'on savait très bien que la prunelle des yeux du président Houphouët-Boigny à cette époque, c'était lui le chef de l'État, c'était de mettre les jeunes dans de meilleures conditions d'études, de meilleures conditions d'éducation, de sorte que ces jeunes puissent assurer demain la relève. Et nous comprenions mal que des responsables qui avaient la charge de gérer cette jeunesse pouvaient utiliser les ressources qui étaient destinées à l'éducation de ces jeunes par devers eux. Et j'ai commencé à manifester, je dirais, une sorte de mécontentement. Par la suite, je me suis retrouvé en 90, j'avais 30 ans, face à une situation, je dirais, de crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'était le retour au multipartisme. Oui. Et nous avons vu le président Houphouët-Boigny affaibli, au soir de sa vie, malmené par une jeunesse qui voulait la démocratie et des hommes politiques également, qui insistaient pour que la démocratie soit à nouveau instaurée. Et j'ai réuni certains amis pour dire, nous nous trouvons face à une situation difficile. Ce pouvoir, ce régime nous a quelque peu donné la stabilité, la paix. Nous avons évolué dans un environnement de paix et de stabilité. Quoique nous n'étions pas toujours d'accord avec la politique qui était mise en œuvre, la façon de gouverner du président Houphouët-Boigny, parce qu'on le décriait très souvent.
La première fois qu'on a commencé à décrier cela, c'est quand il a dit qu'on ne regardait pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Parce qu'il y avait pas mal de détournements en Côte d'Ivoire à l'époque. Les sociétés d'État ont dû fermer justement pour raison de mauvaise gestion. Et nous avons trouvé que cela était inadmissible. Il apportait certes des programmes qui étaient intéressants pour la jeunesse, mais de l'autre côté, il ne sanctionnait pas. Donc on voyait des personnes qui pouvaient abuser des ressources de l'État. Mais il s'est retrouvé dans une situation difficile. Et moi, j'ai essayé de faire la part des choses. J'ai dit à ses amis, oui, certes, il y a un problème de gouvernance. Mais il ne faut pas oublier que si nous tombons dans le désordre, ça va être difficile à, je dirais, régulariser ou à corriger. Donc il faut que nous nous mettions ensemble pour défendre le président Houphouët-Boigny. 1990, on crée l'AJR, l'Association des jeunes rénovateurs. Et on prend sur nous d'aller faire du porte-à-porte, sensibiliser. Et à cette époque-là, je peux vous dire, en 90, la Côte d'Ivoire était en ébullition. Oui. Et le régime du président Houphouët-Boigny était pratiquement à terre. Et c'est de là qu'est venu, je dirais, cet engagement à servir davantage mon pays, parce que j'ai estimé que cet homme a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire, toute sa vie à la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas partir de cette façon-là. Oui. Et nous avons créé ce mouvement et nous avons tenu des meetings au cours desquels nous avons sensibilisé la jeunesse sur la nécessité de se rallier à nous pour défendre les idéaux et les messages et la politique du président Houphouët-Boigny. À cette occasion, justement, c'était à la maison du parti. Et il y avait à ce jour-là des membres de la sécurité présidentielle et des services de renseignement. Et après le meeting, j'ai été interpellé par un d'eux. Il m'a dit, écoutez, monsieur Kofi, vraiment, on vous a écouté et on a vraiment apprécié vos propos. Vous avez le sens de la mesure, vous avez prôné l'apaisement, vous avez demandé de soutenir le président, eu égard à tout ce qu'il a réalisé pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous puissiez le rencontrer. Et c'est comme ça que je me retrouve devant le président Houphouët-Boigny en 90 avec mes amis. Et le président nous reçoit. J'ai vu un homme fatigué. Un homme, mais qui avait encore, je dirais, dans ses yeux, cette volonté d'apporter à la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai retenu une phrase importante. Quand il nous disait, parce que nous étions dans la période électorale en 90, c'était son dernier mandat. Oui. Il nous a dit, jeunes de Côte d'Ivoire, la bataille que je mène, ce n'est pas pour moi. Je suis au soir de ma vie. C'est une bataille que je mène pour vous, de manière à ce que vous ayez une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire de paix. Vous aurez toujours des divergences entre vous, des malentendus entre vous, mais je vous invite à toujours adopter, choisir la voie du dialogue, de la concertation. C'est cela qui vous permettra de trouver en vos seins ou en votre sein les solutions à vos problèmes. Et ceux qui étaient à côté me disaient, mais de quoi il parle? Nous n'avons pas profité du système. On vient parce qu'on estime que c'est de notre devoir d'agir pour lui apporter notre contribution. Mais ce qu'il dit, on ne le comprend pas très bien. Je dis oui, c'est vrai que nous n'avons pas profité du système, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Nous avons profité, je dirais, de sa politique de paix, sa politique de stabilité et sa politique de progrès social. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des niveaux, je dirais, de développement qui ont permis aux Ivoiriens de vivre de façon décente et dans de meilleures conditions. Donc là est venue, je dirais, ma volonté de servir la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu les enjeux de ce que la politique pouvait diviser ou rassembler. Et j'ai décidé d'agir depuis ce temps pour rassembler, pour apporter ma contribution et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et ceux qui sont dans le besoin, vous en aidez énormément en ce moment. Disons que j'ai commencé à le faire dès que j'ai été en responsabilité. Ça n'a rien à voir avec les présidentielles. Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, je suis issu d'une famille
de femmes qui m'ont inculqué des valeurs de générosité et de solidarité. L'esprit de partage, je l'ai depuis petit. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant les fêtes de Noël, mes amis de quartier, certains n'avaient pas de quoi se vêtir pour aller fêter Noël. Et je partais avec ces amis à la maison chez moi, j'ouvrais mes placards et je leur disais, servez-vous, prenez ce que vous voulez. Et quand ils finissaient de se servir, c'est là où moi je m'habillais. Donc on partait ensemble, passer des moments de joie, de gaieté, mais je ne pouvais pas être heureux quand ces amis-là n'étaient pas, eux, je dirais, bien vêtis pour que nous allions ensemble à ces fêtes-là. C'est pour dire que l'esprit de solidarité et l'esprit de partage m'habitent depuis ma plus tendre enfance. Et ce sont des valeurs, comme je l'ai dit, qui m'ont été inculquées par ces femmes-là. Donc j'ai grandi avec. J'ai toujours eu l'esprit de partage. J'ai toujours été aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont faibles. Et je me rappelle encore, au lycée de Dabou, il y a une vieille dame qui habitait pas loin du lycée. Je savais qu'elle revenait à une certaine heure de son champ, mais elle n'avait personne pour lui décharger ses fagots. C'est moi qui venais décharger ses fagots et je l'aidais à les ranger. Pourtant, je n'avais aucun lien avec elle. Mais pour moi, c'était un devoir d'apporter une assistance à une personne d'un certain âge qui n'avait plus les capacités physiques de pouvoir, je dirais, gérer ses besoins domestiques. Et donc, c'est un esprit, c'est un comportement, c'est ma nature d'être aux côtés des autres, de ceux qui sont dans le besoin. J'attends pas qu'on me demande. Quelquefois, j'apporte même des contributions à certaines personnes sans leur dire que c'est moi. Parce que je ne veux pas qu'on dise c'est lui, me faire remarquer, ainsi de suite. Comme on le dit, donc, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Et je le faisais dans l'anonymat. Je l'ai toujours fait dans l'anonymat. Mais à un moment donné, disons que il était devenu utile de montrer ce qu'on fait. Parce que malheureusement, nous sommes dans une société où la mémoire, souvent, nous fait défaut. Et j'ai estimé qu'il fallait formaliser tout ça, de sorte qu'un geste qui est posé, un don qui est fait, soit matérialisé par un écrit, par une image, et de sorte que les Ivoiriens constatent effectivement que nous appartenons à cette génération, à cette, je dirais, à ce groupe de personnes qui aimons donner quand nous pouvons le meilleur de nous-mêmes aux autres, pour les rendre aussi heureux, parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Voilà. Justement, on vous voit très souvent habillé de façon traditionnelle. Vous êtes très ancré dans la tradition et dans la culture. C'est vrai, vous avez parlé de vos grandes-mères, vous avez parlé du fait que vous avez énormément bougé, vous avez vu certaines choses, mais cette passion-là, comment on la développe? Alors, vous savez, ce n'est pas très compliqué. Le moule vous façonne. J'ai été façonné dans le moule ivoirien. Pendant les vacances, j'allais très souvent soit à Agnama, soit à Anobo Alubo. Et là, je participais, je dirais, à toutes les cérémonies traditionnelles. Je peux vous dire que j'ai été initié à un moment donné par ma grand-mère aux us et coutumes baoulés. Et donc ça m'a permis d'être réellement les pieds dans la tradition ivoirienne. Et j'avoue que je me suis toujours reconnu dans cette tradition-là, parce que j'ai bercé là-dedans. Et je ne pouvais pas être autre chose que celui que je suis. D'accord? Et disons aussi que le fait, comme on dit, celui qui vous parle dans votre langue, il touche votre cœur. Celui qui vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, il touche votre esprit. Mais moi, mon cœur, il était déjà baoulé, il était déjà ivoirien, parce que nous ne parlions que baoulé à la maison. Ma grand-mère ne m'a jamais parlé ou s'est adressant à moi en français. Ça fait que j'ai grandi avec
cette langue que j'ai su justement intégrer, j'ai su garder. Et donc, je suis celui façonné dans cet environnement qui fait que, je vais vous dire quelque chose, je me sens plus baoulé qu'autre chose. Et certains, souvent, m'ont traité de gros grain. Mais je leur disais que moi, je préfère être un gros grain ivoirien, baoulé, qu'un gros grain qui est acculturé. Parce que aliéné par la civilisation occidentale. Je suis ivoirien, je suis fier de l'être, et je ne me sentirai jamais complexé vis-à-vis de qui que ce soit. Parce que je ne peux pas être ce que je ne suis pas. Je suis Ahmed Kofi Zarou, originaire de Côte d'Ivoire, plus précisément de Sakassou dans Nobo-Aloubo et de Bimpe à Anyama. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Donc, qu'on ne fasse pas de moi ce que je ne suis pas, qu'on accepte que je sois ce que je suis. Et je dirais, c'est à prendre ou à laisser. Et Ahmed Kofi Zarou nous dit qu'il vise les présidentielles. Oui, tout à fait. Oui, alors, les présidentielles se justifient simplement par le fait que nous avons analysé l'environnement dans lequel nous évoluons. Les richesses de la Côte d'Ivoire, les leviers dont dispose la Côte d'Ivoire, les ressources dont dispose la Côte d'Ivoire. Et nous regardons aussi les politiques qui sont mises en œuvre, les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances. L'Ivoirien vit de façon difficile. Je prendrai un cas parce que c'est aussi un secteur que j'ai connu, que j'ai côtoyé pendant longtemps. Le secteur du cacao. Le cacao représente à peu près l'équivalent de 15% de notre PIB. Ça représente aussi 40% de nos recettes d'exportation. Mais la moitié des producteurs de cacao vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est plus de 500 000 producteurs de cacao qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce que les cacaoculteurs en Côte d'Ivoire représentent à peu près 1 million de producteurs. Mais ces producteurs font vivre l'équivalent de 5 millions de personnes. Tout à fait. Et j'ai trouvé inadmissible qu'on ne puisse pas leur apporter des conditions de vie meilleures, une rémunération du fruit de leur travail qui soit à la hauteur de leur contribution à la richesse nationale. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous constatons aussi une inadéquation entre la formation et l'emploi. On forme des chômeurs en Côte d'Ivoire parce que malheureusement, la politique de la formation n'est pas en phase avec la structure de notre économie nationale. Quand vous êtes un pays producteur de cacao, vous êtes un pays à vocation agricole, il faut créer des filières dans toute la chaîne des valeurs pour permettre aux jeunes qui sortent de pouvoir avoir du travail. Je ne dis pas que les lettres modernes, tout ce qui a trait, je dirais, à des questions, je dirais, sociales, ou les lettres modernes, sociologie, criminologie, on a toujours besoin de ces filières-là. Mais je crois que la priorité doit être mise sur des formations qui débouchent sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est une insuffisance aussi que nous avons constatée. Nous avons aussi remarqué que les ressources de l'État ne sont pas utilisées de manière inclusive. Et nous voyons la Côte d'Ivoire avec un train de vie qui est élevé, des dépenses publiques qui sont élevées, alors qu'on aurait pu réorienter ces ressources-là vers des secteurs productifs. Pour nous, il faut repenser, je dirais, notre modèle économique de manière à ce que ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire soit au bénéfice des Ivoiriens, des régions, et que la décentralisation soit une réalité qui permette que le jeune qui est à Boissot, que le jeune qui est à Gagnoa, que le jeune qui est à Korogo ne vienne plus à Abidjan pour chercher du travail, mais qu'on arrive à créer le développement régional au niveau de la transformation du cajou, par exemple dans les zones productrices, qu'on transforme le cacao dans les zones productrices et créer des pôles de développement économique ou agro-industriel qui vont être des pôles de création d'emplois et de richesses. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui motivent notre engagement.
L'autre élément important, c'est créer les conditions d'un état de droit, de la bonne gouvernance. Nous constatons que malheureusement, les pouvoirs en Côte d'Ivoire sont sous, je dirais, le règne et la suprématie du pouvoir exécutif. Cela ne permet pas d'avoir un débat démocratique qui vivifie la vie publique. Il faut la séparation des pouvoirs. C'est vrai que les institutions peuvent être interdépendantes, mais elles doivent garder leur autonomie. Il faut aussi qu'il y ait, je dirais, des éléments d'évaluation des politiques publiques. On ne peut pas utiliser les ressources d'un pays sans rendre compte aux citoyens de ce pays-là. Et nous voudrions que l'Assemblée nationale soit là où le pouvoir exécutif, le gouvernement, rende compte aux populations en donnant, je dirais, les éléments d'appréciation sur des projets qui engagent la vie du pays, sur les réalisations qui sont faites au bénéfice de ces populations-là. Donc pour nous, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut revoir pour permettre que la richesse soit équitablement répartie et que les Ivoiriens vivent dans de meilleures conditions, eu égard au potentiel dont regorge leur pays, parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Je suis souvent surpris d'entendre dire que nous avons des performances économiques qui donnent l'impression que nous avons réalisé de gros efforts. Non. Quand on est premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café, ou septième maintenant de café, premier producteur mondial de cajou, troisième producteur africain de caoutchouc naturel, ainsi de suite, on a tout pour créer les conditions de la richesse. Donc on n'est pas dépourvu de richesse. Donc on n'est pas en train de créer l'exceptionnel. On est en train plutôt de faire ce qu'on devrait faire. Et pour moi, la Côte d'Ivoire devrait être au-delà des 5, des 7, des 8% de croissance. Parce que nous avons des leviers qui nous permettent d'avoir des niveaux de développement, des niveaux de croissance, des niveaux de PIB plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous êtes l'homme de la situation? Je ne dirais pas que je suis l'homme de la situation, mais je veux apporter ma contribution à changer la trajectoire. Et j'estime qu'il faut sortir du concept de leadership individuel pour avoir un leadership collectif. De sorte que nous regardions ensemble dans la même direction pour travailler sur un projet commun qui unit les Ivoiriens et qui leur permette de pouvoir aller ensemble de l'avant. Nous vous souhaitons bonne chance. Je vous remercie. C'est pour très bientôt. Et justement, Oui. Quelle est votre lecture de la situation politique au travers de tout ce qui s'est passé? Alors, je vous dirais que malheureusement, la vie politique en Côte d'Ivoire est polarisée sur les hommes politiques. On n'arrive pas à créer le renouvellement de la classe politique. Et je ne peux pas comprendre que ceux qui parlent de promotion de la jeunesse ne fassent pas la promotion de la jeunesse. Que ceux qui parlent de renouvellement des générations ne fassent pas le renouvellement des générations. Je ne peux pas comprendre que ceux qui parlent de démocratie n'appliquent pas les règles de la démocratie. Et donc tout ça, de mon point de vue, sont des facteurs de division. Et nous devons regarder l'intérêt général. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'instabilité ou de crise socio-politique. La Côte d'Ivoire a besoin que les uns et les autres, surtout les acteurs politiques, de premier plan, parce que vous constatez avec moi, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, nous sommes dans des querelles intestines. Et ces querelles sont la volonté, je dirais, d'accéder au pouvoir. Et le président Houphouët-Boigny le disait, il n'y a pas de solution au problème de personne. On peut trouver des solutions aux problèmes scientifiques, aux problèmes de l'emploi, aux problèmes techniques, aux problèmes de santé, mais on n'a pas de solution aux problèmes de personne. Parce que quand les problèmes de personnes s'installent, c'est essentiellement pour accéder au pouvoir. Nous voulons avoir des dirigeants qui comprennent que le pouvoir n'est pas une fin en soi. On vient pour servir son pays, et quand on a fini de servir son pays, on passe la main à une autre génération de façon démocratique,
de manière à ce que l'alternance soit une réalité aussi chez nous. Dites-moi, la Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Nous n'avons jamais connu une alternance démocratique depuis 1960. Nous avons espéré que 2020 aurait été l'année où un président élu, le président en exercice, passerait le témoin au président élu, de manière à ce que l'alternance démocratique se fasse. Malheureusement, nous rentrons encore dans un tourbillon d'incertitudes et qui fait peser sur la Côte d'Ivoire, je dirais, des risques. Or, ce qui doit compter, c'est l'avenir des Ivoiriens, c'est les aspirations des Ivoiriens. On ne peut pas hypothéquer l'avenir des Ivoiriens au profit des intérêts égoïstes et personnels. Et pour moi, la situation est préoccupante. Mais elle n'est pas, je dirais, nous ne sommes pas condamnés. Il nous faut simplement avoir la capacité de nous élever au-dessus de certaines contraintes. Et puis regarder le frère ivoirien qui est en face de nous et engager le dialogue. Sans dialogue, sans concertation, nous ne pourrons pas créer les conditions, je dirais, d'une vie politique paisible, d'un pays qui aborde, je dirais, son développement avec le préalable, qui est celui de la paix et de la stabilité. Or, la Côte d'Ivoire a beaucoup de défis à relever. Dans le concert des nations, vous savez que nous sommes dans un ensemble de pays qui ont l'obligation, justement, de travailler pour faire face à cette mondialisation où d'autres grands ensembles se constituent pour défendre leurs intérêts. Nous regardons en Afrique que malheureusement, nous vivons dans notre petit endroit, dans notre petit cocon, et nous ne regardons pas, je dirais, le monde qui nous impose de nous unir pour mieux défendre nos intérêts. Moi, j'appelle les Ivoiriens à bien comprendre la nécessité de l'union, de la fraternité, dans nos différences, dans nos divergences, pour regarder ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'intérêt des Ivoiriens avant nos petites personnes et nos petits intérêts. Vos aspirations pour ce pays que vous aimez tant? Oui. Écoutez, mes aspirations, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Moi, je veux voir l'Ivoirien qui a ses conditions de vie qui s'améliorent. Je veux voir le jeune Ivoirien qui, quand il finit son cycle supérieur, ayant acquis une formation adéquate, est capable de pouvoir travailler quand il sort de l'université. Je veux voir le jeune Ivoirien qui veut entreprendre bénéficier d'un appui que l'État lui apporte pour lui permettre justement de contribuer au développement de son pays. Parce que, je vais vous dire une chose, quand vous avez un pays qui a 25 000, voire 30 000 milliards de PIB, de produit intérieur brut, et que la part des nationaux est infime, ça veut dire que la richesse qui est créée n'est pas une richesse, je dirais, endogène. C'est une richesse qui va à l'extérieur. Évidemment, ça laisse pâlir tous les pays qui sont autour de nous. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA, avec 40% du PIB de l'UEMOA. Mais que valent 40% ou 7% de croissance ou 35 000 milliards de PIB quand l'Ivoirien lui-même ne tire pas les fruits de cette croissance? C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut créer les conditions du développement endogène par la création d'entreprises ivoiriennes qui participent à la création de cette richesse. Nous voulons que les Ivoiriens soient dans tous les secteurs de l'activité économique. Je dis bien dans tous les secteurs, de façon à ce que les fruits de cette richesse puissent permettre d'irriguer le système intérieur pour permettre que nous ayons un développement endogène. Nous ne voulons pas fermer la porte aux autres, parce que nous sommes un pays ouvert sur le monde. Mais nous disons qu'il faut créer les conditions de ce que l'Ivoirien, lui également, puisse profiter des fruits des richesses de son pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et une des politiques que nous mettrons en place, si les Ivoiriens nous accordent leur confiance, c'est très rapidement de mettre en place de nouvelles réformes qui vont changer
je dirais, la politique, d'abord fiscale de notre pays, ça c'est un. Deuxièmement, créer les conditions de ce que le jeune Ivoirien puisse accéder de manière aisée au crédit, parce que le crédit n'existe pas chez nous, et même quand il existe, il est coûteux. Les petites entreprises n'ont pas accès au crédit. Il faut créer les conditions de ce que la vie économique soit dynamique, mais dynamique au profit également des Ivoiriens. Tout ce que vous dites est bien beau, vous vous basez sur certaines réalités, Oui. mais d'aucuns diraient que oui, quand on est à l'extérieur, on parle bien, mais lorsqu'on est assis sur le fauteuil, beaucoup de choses changent. Je dirais simplement que c'est une question de principe et de valeur. J'ai toujours été pour travailler dans l'intérêt général. Le fauteuil ne m'intéresse pas, je dirais, parce que je vais être dans un fauteuil présidentiel. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez, mes besoins ne sont pas très importants. Moi, j'ai besoin de prendre un petit café le matin quand je me réveille, d'avoir ma connexion Internet, de pouvoir avoir mes dossiers qui soient suffisamment bien rangés, et puis de travailler à réfléchir sur les programmes que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas mu par un souci d'argent. Je suis mu par un souci de l'intérêt général. Et le fauteuil ne peut pas me griser, étant donné que ce fauteuil ne m'appartient pas. Il appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et ce que je veux, c'est servir le peuple de Côte d'Ivoire en toute honnêteté, de manière à ce que les Ivoiriens voient leurs conditions de vie s'améliorer. C'est vrai que les dirigeants africains nous ont donné cette impression de s'accrocher au pouvoir. C'est une mauvaise chose, parce que l'exemplarité doit venir des dirigeants. Comment voulez-vous qu'un peuple s'émancipe, s'éduque, si les références qu'on leur donne de voir sont des contre-valeurs? L'Afrique a beaucoup de contre-valeurs. Il faut que nous revenions aux vraies valeurs. Les vraies valeurs, ce sont celles qui élèvent l'homme. Ce sont celles qui permettent à l'homme de s'accomplir. Ce sont celles qui permettent d'utiliser les ressources du pays pour servir ce à quoi ces ressources-là sont destinées. Et non pas pour installer des amis, pour recevoir des rétrocommissions, pour installer, je dirais, des personnes proches de notre famille, ainsi de suite. Nous avons dit que nous mettrons en place, si nous sommes élus, des lois qui feront que aucun membre de la famille d'un dirigeant puisse avoir des postes de responsabilité au niveau de l'État ivoirien. Je ne peux pas être président et avoir mon frère ministre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être président et avoir mon fils qui est mon chargé de mission. Je veux dire, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Et on ne peut pas gérer un pouvoir qui n'est pas votre bien privé, qui est un bien public. Ça veut dire que vous avez des comptes à rendre et vous ne pouvez pas vous permettre de gérer comme si c'était une affaire privée. Il faut que cette façon de gérer, je dirais, les affaires de l'État change. Et nous nous inscrivons dans ce changement. Alors ne vous inquiétez pas, madame. Le fauteuil ne va pas me griser. Au contraire, il me rendra davantage plus lucide parce que j'ai la responsabilité des hommes. Quand on a la responsabilité des hommes, sa modeste personne ne compte plus. Tout ce que vous avez à cœur, c'est de servir votre pays. Et c'est pour ça que j'invite les dirigeants africains à bien comprendre la mission qui est la leur, celle d'être au service des peuples et non celle qui consiste à être au service d'intérêts égoïstes et particuliers. Cela va nous entraîner à chaque fois dans des crises interminables. Quand on saura que notre mission au service d'un État, c'est de créer les meilleures conditions de vie de nos populations, vous verrez que les choses rentreront dans l'ordre. Mais quand les gens voudront s'imposer à la tête des pays, le peuple est le seul, en dernier recours, qui décide de ce qu'il veut pour lui. Bien reçu, bien compris. Alors là, nous avons devant nous une photo. Oui. Une photo qui vous rappelle beaucoup de souvenirs. Tout à fait. Vous allez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, c'est une photo de ma grand-mère. Évidemment, tout est centré sur ces grands-mères-là. Je dirais même deux photos, parce que
Je ne peux pas dissocier ces deux femmes. Ah oui. Hein? Ce serait faire une injustice à l'une au profit de l'autre. Tout à fait. Je ne veux pas être injuste parce que je les aime toutes les deux de la même intensité, du même amour. Et ce sont les photos de mes deux grands-mères. Ces femmes qui ont marqué toute ma vie, qui ont fait de moi l'homme que je suis. Et je dirais que je ne peux pas m'identifier ailleurs qu'au travers de ces femmes. Je ne peux pas vivre, je dirais, en les oubliant, parce qu'elles sont mes références. Elles sont mon point de départ et mon point d'arrivée. Et j'ai même dit à mes enfants, le jour où je venais à disparaître, je voudrais être enterré à côté de mes grands-mères, à Sakassou, à Andobo, à Lubo. Merci beaucoup. Nous allons bientôt nous dire au revoir, mais avant, nous allons donc vous laisser le livre Souvenirs. Ah, c'est gentil. Vous allez mettre Un petit mot. Un petit mot. D'accord. Un petit mot qui servira aux futures générations. Ok. Parce qu'un jour, nous leur présenterons ce livre D'accord. Souvenirs, ce livre qui a des mots assez forts à l'intérieur pour dire qu'il était une fois Monsieur Ahmed Kofi Zaro qui souhaitait être président de la République et on ne sait jamais. Nous avons reçu le président de la République un jour. Alors je vais le lire peut-être, non? Oui. Mais avant, nous allons bientôt terminer avec la lecture. Nous allons terminer plutôt par la lecture de ce que vous avez inscrit dans le livre, le cahier souvenir. Ok. Mais est-ce qu'arrivé à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, c'est bon, je n'en peux plus, j'ai aidé, j'ai donné, mais ils ne comprennent pas, stop. Disons qu'il arrive à tout homme dans sa vie de se remettre en cause et de savoir si toutes les initiatives qu'il entreprend au service de sa communauté, au service de sa famille, au service de son pays, toutes ces initiatives sont bien comprises pour justement justifier l'ardeur à continuer son engagement. Oui, il m'est arrivé par moments de me poser cette question, eu égard au retour que j'avais. Et je ne me suis jamais découragé, parce que j'ai compris que ce que nous faisons, quand on le fait avec le cœur, nous ne pouvons pas être découragés de ce que les autres ne comprennent pas la dimension ou le sens de notre action. Ce qui est important, pour moi, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Et pour cela, il faut rester, je dirais, focus, déterminé, engagé à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qui sont inhérentes à la vie de tout être humain et qui sont inhérentes à la vie de toute entreprise. Non, je ne me suis jamais laissé décourager. Oui, par moments, j'ai légèrement baissé les bras, mais jamais je ne me décourage parce que je retiens aussi du président Houphouët-Boigny, qui est une référence politique pour moi. Oui. Le découragement n'est pas ivoirien. Et donc, je reste toujours engagé, déterminé à aller de l'avant. Et un événement positif qui vous a véritablement marqué? Je dirais que c'est la venue au monde de mes enfants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants adorables. J'ai été comblé parce que ma mère nous a eu deux, ma sœur et moi. Et ces enfants m'ont donné aussi beaucoup de bonheur et continuent de m'en donner d'ailleurs. D'autant plus qu'ils m'ont donné des petits-enfants. Aujourd'hui, je suis grand-père de 8 petits-enfants. Alors, pour vous dire que ma vie est quelque part comblée, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes.
Et pour moi, c'est le plus grand bonheur que Dieu puisse me donner. Et je dirais qu'il m'a suffisamment comblé. Et donc, oui, le bonheur que j'ai n'a pas, je dirais, de prix ni de dimension. On ne peut pas le mesurer, ce bonheur-là. Il est immesurable, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, concernant les parrainages, Oui, où en êtes-vous? Parce que l'on remarque que les candidats indépendants oui. ne vont pas souvent vers les populations, on les sent très peu. Comment vous organisez, vous? Alors, je vous dis, madame, cela m'amène à me prononcer sur le code électoral. Vous savez très bien que le parrainage a été instauré quelques mois avant l'ouverture des dépôts de candidature. Ah oui. Et j'estime que c'est injuste de procéder ainsi. Nous avions une constitution en 2016 qui a été votée, qui aurait dû intégrer les nouvelles conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Cela n'a pas été fait. Je trouve que c'est une décision arbitraire, une décision injuste, qui empêche des Ivoiriens qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont une vision pour leur pays, de ne pas pouvoir compétir à la prochaine présidentielle. Oui, c'est injuste. Dites-moi, ceux qui peuvent participer à cette élection présidentielle, ce sont ceux qui ont des moyens financiers, qui ont une assise nationale. Mais comment fait-on pour avoir une assise nationale? Nous ne sommes même pas encore au stade de la proposition des programmes. Nous sommes au stade du parrainage. Et c'est une condition qui arrive 3 mois avant les élections. C'est fait à dessein. C'est fait pour exclure des candidats indépendants comme nous, qui n'avons pas les moyens de l'État, qui n'avons pas suffisamment de ressources. Parce qu'une campagne présidentielle, madame, ça nécessite des moyens financiers, des moyens matériels, une organisation, des équipes. Et cela justifie qu'il faille avoir ces moyens-là. Nous ne les avons pas. Comment faisons-nous? Pourtant, nous avons un projet pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un programme de gouvernance pour la Côte d'Ivoire. Je vous dirais qu'au stade actuel, les parrainages avancent, mais n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. D'autant plus que, évidemment, vous soulevez un point très important, qui est celui d'être au contact des populations. Mais madame, déployer des équipes pour aller à l'intérieur du pays, il faut des véhicules, il faut le carburant, il faut les loger, il faut les nourrir. Où prenons-nous cet argent? Mais nous voyons très bien que les responsables des partis au pouvoir, de cette alliance-là, peuvent déployer des moyens considérables. Mais je vous dis, madame, nous n'avons jamais vu dans ce pays un parti politique présenter le bilan de ses activités, ne serait-ce qu'à ses militants, pour dire que nous avons reçu dans les caisses de notre parti la participation de nos militants qui nous permettent justement de mener à bien nos activités. Il n'y a jamais d'explication, il n'y a jamais de présentation des états financiers, mais il y a qu'on voit des moyens considérables qui sont déployés. Mais comment ils font pour mobiliser ces ressources? Je voudrais le savoir. J'aimerais que les Ivoiriens le sachent. Parce que là aussi, ça appelle la bonne gouvernance. Donc, pour répondre à votre question plus particulièrement, au stade actuel, nous avançons, mais nous avançons timidement. Il est nécessaire que nous créions le cadre d'une démocratie vraie, d'une démocratie apaisée, d'une démocratie qui permette la participation de tous les fils et filles de ce pays-là. Nous ne pouvons pas créer 2 poids, 2 mesures. Et nous savons qu'il y a eu dans notre pays des lois à un moment donné où certains se sont sentis exclus. Alors, quand on a décrié un certain nombre d'insuffisances au niveau des textes qui régissent notre code électoral, il est important de ne pas retomber dans les travers. Parce que justement, ces travers sont en train de nous emmener à des crispations des positions et cela peut conduire la Côte d'Ivoire à des lendemains incertains. J'appelle la classe politique et les dirigeants de la Côte d'Ivoire
à créer les conditions d'un climat apaisé, à permettre aux uns et aux autres de participer à cette élection, qu'il n'y ait pas de barrière. Vous imaginez, vous avez quelqu'un pour lequel on ne peut pas justifier les ressources, mais qui a des moyens, qui paye ses 50 millions, qui paye son parrainage, il est candidat aux élections présidentielles. Et nous qui avons des idées, à défaut de moyens, on peut ne pas participer à cette élection. Je trouve ça inadmissible, je trouve ça injuste. Je trouve que la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Il faut qu'il y ait une démocratie vraie. Il faut que tous ceux qui pensent être porteurs d'un idéal, d'une vision, d'un projet, d'un programme pour la Côte d'Ivoire, puissent venir le présenter aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de juger qui peut les représenter ou pas. Tout à fait. Mais ce n'est pas à des groupes de personnes de décider d'exclure les autres. Ce n'est pas la démocratie, cette façon de faire. Et nous rejetons cela et nous appelons le pouvoir à repenser ce code électoral-là, à le revoir, parce que c'est source de conflit. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, qui ait interpellé le pouvoir sur la question. Mais malheureusement, à ce jour, on peut dire que le pouvoir reste insensible, le gouvernement reste insensible. Et cela peut entraîner des crises qui seront, je dirais, fâcheuses pour la Côte d'Ivoire. Donc nous avançons, tant bien que mal, mais je dirais que malheureusement, au stade actuel, le niveau de nos parrainages ne sont pas suffisants pour nous permettre de déposer notre candidature. Bon, nous espérons que les pouvoirs en place comprendront votre cri et qu'ils feront quelque chose pour justement permettre à ces personnes qui ont des idées aussi de se présenter et de permettre à chacun de choisir son candidat selon le programme, le plan, la vision qu'il a. Je vous dirais que ce n'est pas simplement le cri de M. Ahmed Kofi Mais Zarour. de beaucoup de personnes. C'est le cri des Ivoiriens. D'accord. Les Ivoiriens appellent à l'instauration d'une démocratie vraie. Les Ivoiriens appellent à une vie politique apaisée. Les Ivoiriens appellent à une juste compétition à tous les niveaux. Nous ne devons plus revenir à des pratiques d'exclusion. Tout à fait. Cela ne contribue pas à créer les conditions de la paix sociale. Si nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, créons les conditions de celle-ci. Et les conditions passent d'abord par la concertation et trouver les solutions ensemble sur les points qui divisent les Ivoiriens. C'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Merci bien. Merci à vous. Alors, on m'a aussi dit que les proverbes baoulés, vous les connaissez et beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut en avoir ne serait qu'un ou deux, mais en baoulé? Oui. Alors, le contexte d'ailleurs s'y prête. Oui. Un proverbe baoulé dit on ne cherche pas à se faire arracher la dent quand cela n'est pas encore le moment. Sinon, on a la tête qui enfle. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est faisable. Un autre proverbe baoulé qui dit Kangandi Foyoua Koklo, celui qui mange tous les jours un bout de nourriture ou une part de nourriture ne maigrit jamais. D'où le travail de la constance. Il faut accepter, quand on est dans certaines situations, de ne pas vouloir s'accaparer tout. Parce qu'après, on a des indigestions. La boulimie du pouvoir peut entraîner des conséquences. La boulimie de l'argent peut entraîner des conséquences. La boulimie, en toute chose, a des conséquences fâcheuses. Mais je voudrais, si vous me le permettez, lancer un message en langue locale, mais en baoulé, pour m'adresser à la classe politique et pour m'adresser aux Ivoiriens. Missimu, Minimu, Eklogne, Wadjou, Likavien,
c'est Eboyo Akoun, c'est Diafondi, c'est Nyama, Klo, Issou, Sassalen, c'est Aleba Klon Souekoun, Mba Efe, o fata ke e diuntre kun, o fata ke e kun ale kun, o fata ke e boyo kun, na e digjumai na e nyanklosu, e wamu, be kunde juma be di, bamba son klonu, be nyan juma be dima, be otra o mwanu, e kunde juma e mambe. E mbanga mo e wen e nyanklosu yi, e nyanklosu, voter soit djou, mais yon a voté, non fa un treba. C'est un te bay, un bay ko fitano. Et tu lenga, nsa monke yo, et faya on lemba ou foué, et tran, na ebo yoku, na enya, et klonso. Nous avons mot, nous avons quoi. Traduction. Traduction. J'invite les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité de l'union et de la fraternité. Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. Nous avons le devoir de travailler à la paix sociale. Nous avons le devoir de travailler à offrir de meilleures perspectives à notre jeunesse. Cette jeunesse qui est en quête de bien-être. Cette jeunesse qui est en quête d'insertion socio-professionnelle. Nous n'avons pas le droit de sacrifier son avenir. Et nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de la Côte d'Ivoire sur l'autel de nos ambitions personnelles et égoïstes. J'en appelle à la prise de conscience des uns et des autres pour œuvrer dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Merci bien. On va donc se séparer après la lecture de ce mot que vous avez laissé dans le cahier souvenir de Get to Know Me. Alors, j'ai eu le plaisir à prendre part à cette rencontre avec cette équipe de jeunes Ivoiriens engagés à servir la cause de l'intérêt général au travers de cette belle émission qui m'a donné l'occasion de m'exprimer sur des questions qui engagent la vie de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que la paix et la stabilité demeurent dans notre pays pour que vive l'union, la fraternité et le vivre ensemble, le vrai. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles pour bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. Merci encore de m'avoir donné l'occasion de parler avec le cœur dans le cadre de cette belle lucarne que vous m'avez offerte. Bon vent à toute l'équipe de GTKM. Merci beaucoup, ce fut un plaisir pour nous. Le plaisir a été pour moi. Effectivement, nous étions donc avec M. Ahmed Kofi Zarour. Nous espérons que vous avez apprécié ce temps d'échange avec lui et que vous en savez un peu plus sur sa personne et ce qu'il ambitionne faire pour la Côte d'Ivoire. À très bientôt sur Get to Know Me.